Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité ce matin, on en a bien besoin, c'est Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. On a commencé le débat là pendant la pub, comme on le fait souvent, parce que on est perplexe. Alors on est plutôt de nature optimiste sur ce plateau dans Good Morning Business, mais quand même ce matin on a eu Bruno Bouygues, le patron de GIS, qui pour le coup est super optimiste. Il nous dit bah voilà, c'est terminé, les prix de l'énergie vont baisser, moi je vais baisser mes prix dans mon catalogue, la Chine est repartie, il a des usines en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les économistes et les patrons? Est-ce que vous ne voyez pas la vie plus en noir qu'eux, Eric Heyer? Oui, les économistes utilisent les enquêtes que l'on fait auprès des patrons. Et quand vous regardez les enquêtes, alors pas uniquement un chef de patron, mais les enquêtes qui sont réalisées soit par l'INSEE, soit par la Banque de France auprès des chefs d'entreprise, il y a quand même une dégradation du climat de confiance, même si ça reste élevé. Vous avez vu hier, là, ça remonte, les directeurs d'achat. Oui, non, c'est vrai. Alors les directeurs d'achat, mais après, ils n'ont jamais été aussi optimistes qu'il y a 4 mois. Le climat de confiance, il est au-dessus de la moyenne, donc ça c'est vrai, mais il est tout de même plus bas qu'il y a un an. Vous voyez, un an, on était à peu près 1,5 point, 2 points au-dessus dans le climat de confiance. Donc il y a une dégradation, surtout dans l'industrie, parce que quand vous regardez dans la construction, ça reste très élevé, et dans les services, ça a un peu baissé. Donc oui, on est surpris par cela. Et quand on fait les prévisions avec ces climats de confiance, ça nous aide à faire les prévisions sur les 6 prochains mois, il n'y a pas de récession. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du climat de confiance. Donc effectivement, il y a un petit décalage pour nous entre... Il y a tout de même beaucoup de chocs à la fois inflationniste, vous voyez, les problèmes d'approvisionnement, même si ça va beaucoup mieux, ça reste quand même encore tendu, il y a des difficultés de recrutement, mais les chefs d'entreprise nous disent non, mais il y a la production, et dans les 6 prochains mois, en macroéconomique, m'en parlant, il n'y a pas de récession. Est-ce que ça veut dire quand même qu'on a un problème d'indicateurs, qu'il faut arrêter de regarder la croissance, qu'il faut arrêter de regarder les indicateurs sur un an? Est-ce que c'est ça le problème, on ne regarde pas au bon endroit? Non, alors attendez, c'est un autre point. Est-ce que le but de tout cela, c'est d'avoir la croissance économique et le PIB, en fait, finalement? C'est vrai que là, quand on parle de croissance économique, c'est la croissance d'un indicateur qui s'appelle le PIB. Est-ce que c'est un bon indicateur? Ça, je renvoie à une grande littérature et même un rapport Stiglitz-Senfit qui nous expliquait que c'était pas un bon indicateur et qu'il fallait l'élargir. Et on continue quand même. Mais on continue à défaut d'avoir... Vous voyez, c'est un thermomètre. Il a un avantage, ce thermomètre, c'est qu'il est calculé de la même manière dans tous les pays, donc on peut se comparer. Et quand on change la méthodologie, on rétropole, donc on se compare dans le temps, dans l'espace. C'était quand même un joli thermomètre, mais on est d'accord, ça nous dit rien sur les grands enjeux environnementaux, ça nous dit rien sur les grands enjeux d'inégalité. Donc oui, effectivement, il faut le compléter. Mais Eric, il y a quelques mois, quand même, beaucoup d'économistes nous disaient il va y avoir quand même à un moment donné le mur des faillites, ça va aller. Et puis en fait, on voit pas vraiment ça arriver. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'aide. Vous voyez, donc systématiquement, quand on disait attention, il va y avoir des faillites, d'abord c'est parce que les faillites étaient plus basses qu'une année normale. Et donc ça, il y a ce qu'on appelle les entreprises zombies que l'on a sauvées. Ça, au bout d'un moment, ces entreprises-là, il faut malheureusement qu'elles disparaissent. Elles n'auraient pas dû normalement être encore présentes aujourd'hui. Donc, vous voyez, rien que cela, vous voyez, ça fait à peu près 60 000 faillites en plus d'un coup par rapport aux 55 000. Donc, vous voyez, il y aurait dû avoir normalement ce rattrapage. Et puis ensuite, on a fait des PGE et on a retardé le moment où il fallait rembourser ces PGE. Alors là, c'est là où aujourd'hui on a des difficultés parce qu'on se dit c'est au moment où les entreprises doivent rembourser les PGE qu'il y a tout de même une augmentation des prix des entrants, que ce soit énergétiques ou même des coûts salariaux. Et on se dit, il y a peut-être beaucoup de choses aujourd'hui entre augmentation des prix, augmentation des salaires, donc augmentation des coûts plus remboursement des PGE, il est possible qu'il y ait des faillites en plus. Mais vous voyez, systématiquement, le gouvernement remet quand même des aides en place pour justement passer ce mauvais moment. Donc on est toujours un peu surpris. Et alors du coup, quand on regarde le mauvais moment là en France sur les prochaines semaines, c'est quoi? C'est un plan boulangerie qu'il faut? On a l'impression que le sujet aujourd'hui se concentre sur les artisans. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas un problème macroéconomique, c'est-à-dire que c'est pas parce que les quelques petites entreprises. En gros, 10% des PME, TPE sont. Oui, c'est pas 10% mais du ça tissu représente pas économique. 10% du tissu productif ou du PIB. Et donc du coup, on se dit ça, c'est par contre ce qui est à craindre, me semble-t-il, et c'est très difficile et les économistes sont incapables de le prévoir. C'est quand est-ce que des tensions sociales vont arriver. Et ça, vous voyez, c'est ce que nous dit le FMI. Il nous dit en fait, en gros, globalement,
les prochaines crises à venir, c'est des tensions sociales et une crise environnementale, mais on n'a pas les outils pour vous dire quand est-ce qu'il y aura un mouvement social et quand est-ce qu'il y aura un mouvement climatique. Et donc, du coup, on est désarmé. Mais il est évident que les boulangeries, vous voyez, aujourd'hui, c'est plutôt au niveau très micro et des ménages et des indépendants où le problème va être là. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, les inégalités ont quand même augmenté chez les ménages ? Il y a l'inflation est très inégalitaire. Ouais. Et globalement, les petites entreprises vont être en grande difficulté. Et ça, vous voyez, votre boulanger, vous le connaissez. Ouais. Et donc, du coup, si vous voyez qu'il ferme, bah, c'est là où le petit mouvement peut se cristalliser autour de cet élément-là. Ça, plus peut-être l'allumette qu'on allume avec la réforme des retraites, qui est sur un terreau qui est inflammable, non ? Bah oui, mais il faut se souvenir que 2018-2019, il y a eu finalement des grands mouvements sociaux, ces Gilets jaunes. Et alors que les inégalités étaient plus faibles, d'accord, il y avait effectivement la réforme du chômage qui était plus faible également. Et donc vous dites, vous mettez la réforme des retraites au moment où les inégalités sont plus fortes, au moment où l'assurance chômage va être durcie. Effectivement, on peut se dire que, vous voyez, je pense que les ménages peuvent comprendre qu'on a fait un quoi qu'il en coûte très large et que la dette publique a fortement augmenté. Mais vous voyez, ce quoi qu'il en coûte, il a été pas ciblé sur les ménages modestes, il a été donné à tout le monde. Là, le problème, c'est qu'on est en train de dire, on va le rembourser, mais uniquement en faisant des économies sur la dépense publique, et la dépense publique des plus modestes, parce que entre nous, le chômage, c'est plutôt ça va toucher plutôt les plus modestes. La réforme des retraites, si vous le faites par une mesure de report de l'âge légal, ça va toucher plutôt ceux qui ont commencé tôt. Donc attention à ce discours qui est de dire, il y a des ménages aisés, il y a des entreprises aisées qui ont bénéficié des aides et on ne va pas leur demander de contribuer au remboursement. Mais ce qui veut dire qu'en tant qu'économiste, quand vous regardez la réforme à venir qui va être présentée là le 10 janvier, vous dites là c'est clairement l'allumette, vous dites vous jouez un jeu dangereux. Oui, parce que globalement, oui, il faut une réforme, parce qu'il va manquer 10-12 milliards. Ouais. Donc il faut, bien entendu, ça il faut, même pour un keynésien, il ne faut pas de déficit de la réforme du système des retraites, ça c'est normal. C'est les actifs d'aujourd'hui qui doivent financer les retraités d'aujourd'hui. Et par rapport au reste de l'Europe, on est un peu en décalage sur l'âge de départ à la retraite. Alors, exactement. Donc on peut très bien se dire, faisons une réforme. Le problème, c'est qu'il faut que cette réforme, elle soit comprise et juste. C'est-à-dire que globalement, il va falloir dire... Et c'est pour ça que les mesures sur la durée sont beaucoup plus adaptées aujourd'hui dans le discours qu'une mesure sur l'âge. Et donc se dire... Alors c'est sûr que les effets économiques sont moins rapides, pour faire des économies, mais au total, puisqu'il n'y a pas d'urgence entre nous. Et donc, du coup, au total, ça passerait mieux de le faire par la durée. C'est-à-dire, on accélère plus rapidement le nombre de trimestres requis. Exactement. La réforme Touraine, qui doit être à 43 annuités en 2035, et donc c'était un trimestre tous les 3 ans, vous pouvez dire c'est un trimestre par an. Vous pouvez commencer par cela, et si ça ne suffit pas, on passe de 43 à, pourquoi pas, 44. La négociation tout seul, là. Oui, mais après, on peut comprendre que, d'un autre côté, il va falloir réduire les déficits, et c'est bien plus simple de le faire avec une réforme par l'âge. Mais attention, si c'est pour mettre tout le monde dans la rue et bloquer, peut-être que c'est un pari qui est perdant. Vous l'évaluez à combien, vous, cet impact d'un mouvement social sur le PIB français ? Alors, il n'est pas... c'est très compliqué. Il n'est pas forcément énorme dans un premier temps. Vous voyez, les réformes ce qui s'est passé en Gilets jaunes en 2018-2019, vous voyez, on l'évalue à 0,3, 0,4 points de PIB. C'est pas mal quand même. Alors oui, c'est pas mal, mais vous voyez, c'est peut-être pas ça qui va mettre l'économie en récession. Mais globalement, on n'a pas besoin de cela aujourd'hui, vous voyez, parce que ce qui est important et ce qui nous fait dire qu'on peut éviter aussi la récession, c'est qu'il y a une épargne quand même qui est assez gigantesque, une surépargne qui est aussi très élevée. Il serait un peu dommage de manquer cette désépargne uniquement parce qu'on met en place des réformes trop rapidement. D'accord ? Il faut les faire, encore une fois. Je pense que se dire que la réforme des retraites, il ne faut pas la faire, ça, je pense que ce n'est pas la bonne façon de procéder. La réforme de l'assurance chômage, entre nous, on aurait pu l'économiser. Aujourd'hui, vous voyez, les taux d'emploi augmentent tout seuls. On n'a pas besoin d'aller vers une réforme du chômage pour faire augmenter les taux d'emploi. Donc, je pense que ça serait dommage de tout paralyser avec cette réforme, même si ça ne coûte que 0,3 ou 0,4 points de PIB.